bonjour monsieur. Alors voilà, pouvez-vous vous présenter et nous dire quelle est la partie pour laquelle que vous défendiez? Alors je suis maître Pascal Brun, donc avocat au barreau de Guadeloupe. On dit Saint-Barthélemy puisque c'est un archipel. Oui. Et j'étais le conseil ce soir des époux Cabrion, donc avec une madame Jocelyne Thomas, épouse Cabrion, et son mari Henri Cabrion. Donc poursuivi, et pour M. Cabrion quand même, victime et partie civile des faits commis par M. Antoine ou M. Anton Tarsin. D'accord. Quel a été votre ressenti en fait lors de cette audience? Alors mon ressenti, je ne le dis pas parce que je suis dans les médias, mais ce qu'il faut encore une fois faire preuve beaucoup de pédagogie entre ce qu'on appelle la vérité médiatique, la vérité du dossier et la vérité absolue plus ou moins que détiennent les personnes qui étaient là le jour des faits. Et donc il y a toujours un décalage entre les trois. Et on va dire que l'audience est l'occasion de se rapprocher le plus possible de cette vérité objective, même si on n'y parvient que rarement. Et c'est aussi, comme je l'ai dit dans ma plaidoirie, d'essayer de relever les insuffisances de la procédure face aux réalités qui peuvent paraître comme injustes pour certaines personnes dans le dossier, notamment les époux Cabrion et certains membres de la famille, puisque au-delà de ça, même si c'est un dossier qui est correctionnel, qui est pénal, il faut que la famille Thomas, que les Guadeloupéens, que la Guadeloupe s'en sortir grandis par le haut et qu'on puisse tout mettre en œuvre pour ne plus se retrouver devant cette juridiction pour de tels faits. D'accord. Parce que c'est vrai qu'il faut que nous rappelions aux auditeurs que il y a quand même, sans rentrer dans les détails, on n'aura pas le temps, mais il y a quand même un conflit familial aussi au sein de cette affaire. Avec une situation d'indivision, en fait, où chacun a pris position, on va dire, en possédant, en affirmant un petit peu ses positions physiques, en tout cas sur le terrain en fonction de ses envies, de ses préoccupations, de ses ambitions. Certains ont développé une ferme, comme nos clients, d'autres ont développé une activité de gîte, un troisième sur peut-être une activité de vente de pain à domicile de la tradition. Et donc on a cette diversité dans une famille, mais qui aujourd'hui se cristallise autour d'une dissension sur ce que peut-être, et c'est l'occasion de le dire, ce que les parents n'ont pas su mettre en place avant de passer de via tripas, c'est-à-dire de pacifier, de clairement identifier, diviser, pour que chacun puisse avoir sa part sans qu'il y ait plus de contestation au détour du décès des parents. D'accord. On a vu aussi que, comment dire, dans le procès, bon, après c'est peut-être plus personnel, puisque je rappelle aux auditeurs que je suis amateur et à la place. Comment dire? Alors, comme nous l'avions dit tout à l'heure, il y a eu un conflit familial dans cette histoire. Ça a malheureusement dégénéré, ça s'est parti en bagarre. Et est-ce que vous avez eu l'impression que les choses ont été équilibrées? Car d'un côté, il y avait un qui se plaignait d'avoir reçu un crachat. L'autre, malheureusement, on n'entendait pas trop bien ça. C'était aussi dommage lors du procès, je dois le dire. Mais en fait, il y a eu deux prétentions. L'un qui disait, bon, je me suis défendu parce qu'on m'a craché dessus. Et l'autre, je n'ai pas trop le souvenir, je demande à mes collègues. Je n'ai pas trop le souvenir. Mais est-ce que vous pensez, vous, qu'il y a eu un équilibre dans l'analyse de l'affaire? C'est-à-dire que tout provenait un petit peu du côté faillible et des imperfections, qu'on appelle les manquements, on appelle la vacuité de ce qui s'est joué avant, c'est-à-dire l'enquête et la procédure. Dans la procédure, on sent bien que les débats ont permis de le faire transpirer, qu'on n'avait pas forcément, à la lecture même de la procédure, des certitudes et qu'on était sorti de la confusion sur ce nombre de faits. Exactement, puisque dans le dossier, on s'appesantit beaucoup sur ce qu'on appelle une vidéo. Une vidéo qui a été saisie, mais qui provient de la vidéosurveillance d'une des parties, donc autour de sa maison, où il n'y a eu que 2 séries de faits.
Mais la première série de faits qui est à l'origine des deux autres n'a pas été finie parce qu'elle s'est déroulée devant la maison d'une autre sœur. Et c'est vrai que c'était compliqué pour les débats de pouvoir s'entendre sur la réalité de ce qui s'est passé lors de cette première série de faits où il n'y a pas de vidéo et d'être saisi, d'être un peu accaparé par juste ce qu'on voit, peut-être qui confond une partie dans la vidéo, mais on ne sait pas le déclenchement, ce qui s'est passé véritablement, puisque c'est la parole de l'un ou l'autre lors des premiers faits. Mais c'est vrai qu'on avait quand même des certitudes, c'est vrai que c'est un peu ça la problématique des fois des vidéos, en plus sans le son, on n'a pas les déclarations, on n'a pas ce qu'on appelle des fois la provocation, la violence verbale qui peut déclencher un acte physique. Okay? On a parlé dans ce dossier d'insultes, on a parlé de crachats, on a parlé de bousculades, on a parlé aussi de racial aussi, où c'est invectivé copieusement, comme dans toute rixe entre membres de la même famille, ça vient aussi peut-être relever des frustrations que chacun a pu cumuler dans le temps à l'intérieur de la famille. Et c'est vrai que ça ne transparaît pas parce qu'on n'a pas l'audio. On a ce qu'on appelle le côté froid et sujet à caution, sujet à discussion des images. Donc dans les images, c'est vrai que ça a permis de démarrer les débats sous un certain angle, mais l'œuvre de chacun et aussi les conseils de la défense, c'était aussi de rétablir, de poser des questions ou orienter aussi le débat pour pouvoir rétablir cet équilibre et dire justement attention, il n'y a pas ce que la vidéo, il n'y a pas ce qui a été retenu par l'enquête, il y a aussi d'autres choses qui n'apparaissent pas, mais qui sont peut-être reconnues par certains et qui confondent certains. D'accord. Alors, concernant la question de la voiture à pain, est-ce que vous, au départ, quand on écoutait la présentation des faits, on pouvait clairement entendre que M. Thomas aurait fait du tapage nocturne avec la voiture à pain. C'est-à-dire qu'on lui reprochait en fait de faire exprès, de faire du bruit pour gêner les locataires. Donc, nous n'avons pas d'avis là-dessus. Alors, ça va faire l'objet d'une deuxième audience tout à l'heure. Mais c'est vrai qu'à la lecture du dossier, il y a quand même des éléments qui permettent d'arriver à cette conclusion. Ça va être en débat, mais c'est vrai qu'on a, forcément, si on est arrivé à un procès pénal, c'est qu'il y a des éléments qui ont été retenus lors de l'enquête qui permettent d'arriver à cette conclusion, mais qui seront débattus. On verra si elles sont suffisamment, ce qu'on appelle caractérisées, pour constituer des factions. Mais c'est vrai que, bien évidemment, il s'agit vraiment d'une question de savoir s'il y a un lien. Bon, on peut le penser qu'il y a un lien avec le conflit familial, mais non pas de l'activité propre de vente de pain avec l'avertisseur sonore qui a tradition. On sait bien que c'est lié quand même à une provocation réciproque, peut-être liée aux frères, ou à la famille, aux sœurs de la famille. Puisqu'il y a aussi un autre avocat, toujours pour la partie de M. Thomas, qui lui a exprimé effectivement à propos de la saisie de la voiture à pain, a déclaré, si je ne me trompe, qu'il n'y avait aucune justification légale, que d'un point de vue légal, enfin, je ne sais pas, je ne suis pas dans le milieu moi-même, mais qu'il se pourrait en fait que ce fut une saisie abusive et que cette saisie n'étant pas justifiée suffisamment, c'est ça qui aurait fait que le véhicule aurait été restitué. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? C'est vrai que nous, dans le monde judiciaire, on était très étonnés à l'époque même de cette saisie. Alors, c'est posé une question. Après, nous, on est prudents, on n'a pas accès au dossier. On est plutôt avant en commentaire, mais c'est vrai qu'on était déjà très perplexe sur le fondement légal de cette saisie. Et j'ai envie de dire que ça n'a pas tardé. Je pense que c'est dû aussi à la mobilisation des collectifs, des personnes autour, mais très vite, on a senti aussi que peut-être qu'il y a eu cette saisine à la fois pour apaiser les choses dans le conflit familial, mais qu'à un moment aussi, pour apaiser les choses, on a très vite remis le véhicule parce qu'on s'est bien senti qu'on n'était pas dans les clous, qu'on s'était un peu aventuré légalement dans cette saisie. Donc, dans les deux côtés, il me semble qu'on a eu de l'apaisement et donc on va chercher à sortir
C'était Murillo qui faisait que la base était un peu discutable. D'accord.